Ok. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Serge Grossi, le directeur et fondateur de Thermap. Et je vais vous parler aujourd'hui des trois fondamentaux, ou de trois clés pour avoir des circuits hydrauliques performants et sans pathologie. Alors, Thermap, qui nous sommes, on est une équipe de 12 personnes. On a 10 ans ça fait plus de 10 ans donc j'ai fondé la société. Et Thermap, ça veut dire quoi? Le terre, vous l'avez bien compris, de thermique, et le map de mapping et de mise au point. Donc mapping pour cartographie des installations. Donc notre métier, c'est d'être dans l'hydraulique et la boucle d'eau. On intervient sur tout ce qui est chauffage, génie climatique en général, eau chaude sanitaire et solaire. Et on intervient sur l'ensemble de la France. Donc je vous ai dit une douzaine de personnes. On a 2 agences, une couverture nationale. Aujourd'hui, on fait 4 millions de chiffres d'affaires. Et notre métier, c'est d'aller auditer les installations qui ne fonctionnent pas ou mal et de faire en sorte qu'elles refonctionnent. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, du projet au bâtiment réel, les 3 pistes ou les 3 clés pour éviter ces pathologies. On va rentrer directement dans le vif du sujet. On intervient ici parce qu'on parle beaucoup d'efficience, d'amélioration, d'installation bas carbone, etc. Et nous, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? Plus ça va, plus les installations ont des problèmes. Et même, ce qui est dramatique, c'est que plus les installations sont récentes et plus elles ont des problèmes. Et c'est là où il y a quelque chose qui n'est pas normal. On veut améliorer, on veut avoir des installations avec une performance élevée, et on arrive avec une performance dégradée à vitesse grand V. Et ce n'est pas qu'un constat français. Hein. Alors en France, vous avez eu l'arrêté du 24 juillet 2020 pour le contrôle des chaudières, où on parle pour la première fois du contrôle de l'embouement. En Belgique, vous avez eu en juillet 2021 une publication du CSTC, Comité scientifique et technique de la construction, sur la prévention des dépôts de corrosion. Et puis en Allemagne, alors je vous l'annonce peut-être en avant-première, il y a la révision de la VDI 2035. Alors, je ne suis pas là pour faire du fatalisme, hein, puisqu'on intervient sur le terrain et on arrive à remettre en état ou à refaire fonctionner correctement les installations. Et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter. Donc ces 3 pistes. Les 3 pistes, ou les 3 clés. Le premier, c'est le maintien de pression. Le deuxième point que j'ai abordé, c'est la qualité de l'eau. Et pour finir, je parlerai de la surveillance des réseaux. Donc maintien de pression, le premier point. Alors la corrosion, qu'est-ce que c'est? La corrosion, on en parle tout le temps. C'est en général, à 99%, l'oxygène qui attaque l'acier. Je vous ai mis un ratio. Ici, vous avez un ratio important. 1 g d'oxygène consomme 2,6 g d'acier et produit 3,6 g de boue magnétite. Donc l'oxygène, vous l'avez dans de l'eau de remplissage. Il faut bien que les poissons vivent. Donc dans 1 mètre cube d'eau, vous avez 100 litres d'air. Ça, c'est fatal. Forcément, quand vous allez remplir votre installation, vous allez injecter de l'oxygène. Ensuite, vous avez de l'oxygène qui rentre dans l'installation par diffusion. Diffusion, c'est quoi? C'est un passage de l'atmosphère vers l'installation à travers une membrane qui n'est pas étanche au gaz. Je dis bien étanche au gaz, hein. C'est étanche à l'eau évidemment, hein, mais pas au gaz. Donc la diffusion, ça arrive à travers tout ce qui est caoutchouc, à travers les tubes PE. Alors attention, j'insiste quand même sur le fait que 1 mètre de flexible caoutchouc, ça correspond à l'équivalent de 100 mètres de tube PE au niveau de la porosité et de la diffusion. Hein. Donc, et ceci engendre, évidemment, donc je vous ai dit, hein, cet oxygène qui est là, qui est présent dans l'installation, engendre des grammes, des hectogrammes de boue dans mon installation.
Là, je vous ai mis un diagramme. Vous avez le remplissage initial, la première case, en gros 35 grammes, c'est pour une installation de 1000 litres. Ensuite, vous avez l'air résiduel quand on remplit l'installation. À un moment, il y a des poches d'air qui sont présentes dans l'installation. Donc cet air résiduel va nous faire 76 grammes de boue. Donc ça, c'est les deux premiers points. Ce n'est pas les plus importants comme vous le voyez. Vous avez en troisième, ce que je vous parlais, la diffusion. Là, on est à quelques centaines de grammes, 400 grammes, un peu plus de 400 grammes de boue. Et vous avez la diffusion à travers la membrane du vase d'expansion. Quand on gonfle un vase, il est gonflé à l'air. Dans l'air, il y a donc de l'oxygène. Et cet oxygène va migrer à travers la membrane vers l'installation. Et donc, ça produit aussi 375 grammes de boue. Mais ce n'est pas les points. Donc, vous avez ces chiffres en tête. Le point le plus important, c'est, comme je vous ai dit, le maintien de pression. Ce n'est pas la diffusion à travers la membrane qui fait qu'on a de la corrosion. C'est aujourd'hui le problème massif. Les vases d'expansion, les maintiens de pression sont sous-dimensionnés, mal adaptés, mal entretenus. Et nous, quand on est sur le terrain, je vous ai dit, on est une équipe de 12. Sur ces 12 personnes, il y en a 10 qui sont quotidiennement en chaufferie, à faire que ça. Et on constate qu'on a plus de 80 à 90% des installations qui ont ces problèmes de vases d'expansion. Alors pourquoi on le constate? Parce qu'en fait, on a beaucoup de boue dans l'installation et on nous appelle pour ça. Et donc, quand vous avez ces problèmes de maintien de pression défaillant, vous avez des dépressions qui se passent en point haut. Qui dit dépression dit entrée massive d'air, donc d'oxygène, et donc entrée massive de corrosion et de boue. Pour vous donner une idée, donc j'ai repris mon diagramme de tout à l'heure, que vous aviez là, et je l'ai mis à l'échelle par rapport à ce qui se passe quand on a un maintien de pression défaillant. À l'année, on produit plus de 3 kg de boue. 3600. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, en gros, 80% des sites qui ont ce problème-là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et vous, peut-être, vous préconisez systématiquement des pots à boue. Dans les cahiers des charges, maintenant, c'est devenu monnaie courante de voir des pots à boue. On a les fabricants de... On a les fabricants de pots à boue qui publient de plus en plus sur les réseaux pour montrer l'efficacité de leurs pots à boue. Et ils ont raison, leurs pots à boue sont efficaces. Quand vous regardez les barreaux magnétiques, on voit beaucoup de boue accrochée. Par contre, ce qu'il faut combattre, c'est le maintien de pression. Il faut aller voir à l'initiale, aller à la cause, parce qu'on ne doit pas produire des boues dans une installation de chauffage. Chaque fois qu'on a 3 kilos, là, ça veut dire qu'on a consommé 2 kilos d'acier dans l'installation. C'est l'installation qui part en miettes. Donc c'est vraiment le premier point le plus important, parce que le maintien de pression, donc c'est un organe stratégique, et je dirais l'organe stratégique anti-corrosion. Puisque le maintien de pression, c'est lui qui donne la pression et qui évite la dépression. Il sert évidemment à absorber la dilatation et à compenser. Mais c'est lui qui va éviter les appoints d'eau. Et c'est lui qui va éviter... Donc les appoints d'eau, qui dit appoint d'eau, dit entrée d'oxygène à travers l'air dissous, par de l'air dissous. Et enfin, si on n'est pas en dépression, on ne va pas aspirer de l'air. Et pour vous donner une idée, puisque je vous disais, on est en chaufferie en permanence, on se rend compte sur le terrain de la perte de pression des vases d'expansion. Et c'est pour ça que c'est aussi dans le décret qui est paru le 24 juillet 2020 que chaque année, il faut vérifier la pression et regonfler si nécessaire. Et je dirais maintenant, ce n'est pas si nécessaire, c'est nécessaire. Je vous ai mis la perte de pression annuelle des vases d'expansion classiques. Et vous voyez qu'on va de 3% jusqu'à 45%. Donc si vous avez un vase qui se dégonfle, à vitesse grand V, il n'est plus capable de maintenir la pression
en bas, mais en haut surtout. Et donc on passe en dépression. Donc tous les vases ne sont pas équivalents, hein. Et nous, on a un parti pris. Un vase n'en vaut pas un autre. Je vous ai montré une photo avec un vase bleu. C'est un vase de chez Pneumatex Hydronique. C'est le seul aujourd'hui qui ne perd pas sa pression sur le long terme. Je précise que je suis indépendant et donc je peux le dire, je ne suis pas fabricant. Ensuite, la pointe d'eau, c'est une fausse bonne idée et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, on voit des installations de chauffage avec des compteurs où on est en centaines de mètres cubes. On relève le compteur, on a des centaines de mètres cubes parce qu'on a un appoint d'eau automatique et donc le remplissage il se fait de façon automatique, personne ne surveille et on remplit des quantités astronomiques d'eau dans les installations, sans surveillance. Et donc ça me fait ma transition pour ma qualité d'eau. Si je remplis des quantités astronomiques d'eau dans une installation, qu'est-ce que je vais engendrer comme problème supplémentaire? Dans l'eau, j'ai quoi aussi? Du tartre. Donc, je vais faire un point spécifique sur la qualité de l'eau. En France, on n'a aujourd'hui pas d'obligation. Je parle bien sûr concernant le remplissage des réseaux d'eau, de chauffage et de froid, hein. On a, et si vous faites le tour des fabricants de chaudières par exemple, différents constructeurs qui vont nous donner différentes indications. Pour l'instant, il n'y a pas un consensus sur l'eau, il faut qu'elle soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et on oublie que la corrosion, l'entartrage et l'embouage, ce n'est pas forcément lié à l'eau, mais c'est souvent lié à l'hydraulique. Alors je vous ai parlé de l'expansion dans un premier temps, hein, évidemment. On a des sites à vidange multiple, à fuite ou à vidange multiple. Des sites à fuite, on en connaît tous, mais des sites à vidange, en conception, on doit pouvoir limiter ces problèmes. Aujourd'hui, on voit facilement des bâtiments qui sont vidés tous les ans, complètement vidés, parce que on sait très bien que l'été, il va y avoir rénovation de 2-3 appartements, on va changer 2-3 radiateurs. On doit pouvoir, au niveau de la conception, imposer des vannes d'isolement de partout pour qu'on puisse isoler et pas vidanger complètement les bâtiments. Ça évitera de relever des compteurs d'eau par centaines de mètres cubes. Mais bon, je reviens sur ce que je disais quand même, l'entartrage qui est pour moi aujourd'hui un peu le grand oublié des installations. Alors je vais parler plutôt chauffage là-dessus. Il faut savoir que dans l'eau, je vous ai dit, il y a du tartre. Et le tartre ou la boue sont des très 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 bons isolants. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on en a sur les chaudières, on en a dans les installations, et du coup, un radiateur bien emboué, il ne va pas beaucoup émettre. Et une chaudière bien entartrée, elle ne va pas beaucoup transmettre sa chaleur. Vous voyez, la conduction du métal, c'est le grand cube vert. Et le tartre, c'est le deuxième juste à côté. Donc le tartre est un très bon isolant. Et comme je vous l'ai mis, 1 mm de tartre, c'est 10% de consommation d'énergie en plus. Donc c'est pour ça que je reviens sur mon exposé. Aujourd'hui, on veut faire des installations très haute performance. Si on ne s'occupe pas de la qualité d'eau, on n'y arrivera jamais. Et donc pour le tartre, moi j'ai un parti pris. Alors je suis anti-chimie et si vous voulez on peut en discuter après. J'ai un parti pris, c'est non pas d'adoucir, parce qu'en adoucissant on laisse des ions minéraux dans l'installation, mais de déminéraliser. Le fait de déminéraliser, donc évidemment nous combat le tartre, mais en plus ça a un deuxième avantage,
c'est qu'en supprimant les ions dans l'installation, on divise très très fortement les vitesses de corrosion et les réactions de corrosion. Donc ça aide aussi à éviter la corrosion. Donc on déminéralise, on n'a pas de tartre et on limite la corrosion. Et troisième point, donc les deux premiers points nous permettent de revenir à la performance ou d'avoir une performance. L'idéal, c'est qu'elle soit durable, cette performance. Donc c'est pour ça j'insiste sur la surveillance. La surveillance des réseaux pour éviter la dégradation et pour éviter la dégradation des réseaux et donc la dégradation de la performance et la perte au niveau des économies et du confort. On a inventé, il y a 8 ans maintenant, un monitoring, une sonde qui est un monitoring de la corrosion. C'est la sonde Risicor qui est installée dans l'installation et qui surveille en continu ce qui se passe dans votre installation, qui surveille la vitesse de corrosion et qui va vous donner une alerte si cette vitesse est trop importante. On a donc des alarmes s'il y a corrosion et vous pouvez aussi récupérer l'information et sortir un graphe que vous voyez ici. Tant que vous êtes en vert, c'est qu'on a une vitesse de corrosion faible, voire très faible. Dès que vous passez en rouge, vous êtes à une vitesse de corrosion qui commence à être élevée, voire très élevée quand vous montez à des pics élevés, à des pics importants. Donc vous avez un suivi permanent de ce qui se passe dans l'installation. Excusez-moi. Un suivi permanent de ce qui se passe dans l'installation et des aléas qu'il peut y avoir. Donc, premier point, maîtriser l'expansion. Deuxième point, maîtriser la qualité de l'eau. Et troisième point, surveiller. Surveiller. Cette surveillance, elle peut se faire à distance. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'appareils connectés. Donc, la sonde Risicor peut être connectée et vous pouvez avoir les infos à distance. Voilà, c'est ce qu'on a appelé la démarche anti-corps. Une démarche anti-corps, pas anti-corruption, mais anti-corrosion. Une démarche qui est simple. Vous l'avez compris, si on s'occupe bien de l'hydraulique, si on s'occupe bien de l'eau et si on suit, on revient aux bonnes pratiques et on arrive à une démarche qui est massifiable, qu'on peut dupliquer sur toutes les installations. Et derrière, on peut faire un engagement avec Anticorps, un engagement de résultat. Voilà. Donc aujourd'hui, on a des installations où on peut voir l'intérieur avec notre détecteur. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question. Oui. Juste concernant la partie suivi, ça représente quel investissement pour une installation? Alors, la sonde, il y a plusieurs modèles de sondes. Ça va de 350 à plus de 1000 euros selon la sonde, le type de sonde et la connexion qu'on veut ou les infos qu'on veut avoir à distance. Et après, la relève, c'est 250 euros grosso modo annuel avec une exploitation et une analyse. Donc sur un bâtiment ou sur une installation de chauffage, ça se sent à peine. D'autres questions? Bon. Si jamais ça vous revient, n'hésitez pas à nous retrouver. On a un stand dans l'exposition. Eh ben, merci pour votre attention. Bonne journée.